Merci de votre présence. Donc ce soir, j'ai la lourde tâche de présenter une exposition qui a pour thème la fissure. Et lorsque j'ai présenté à M. Gourvenec, président de l'association itinéraire Art Contemporain, que je remercie, qui est présent ici, ce thème de la fissure, comme support intellectuel, on va dire, à une exposition collective, j'étais loin d'imaginer le succès que ce sujet aurait eu auprès des artistes. Tout au plus, j'imaginais que 8-10 artistes auraient répondu à cette invitation sur ce sujet. Et il en fut évidemment très différent, puisque M. Gourvenec m'appelle pour me dire « Monsieur Gaulier, il semble qu'il y ait un peu plus qu'une dizaine d'artistes. On serait plutôt sur une trentaine d'artistes. » J'étais assez surpris, mais agréablement surpris, de savoir qu'une trentaine d'artistes avaient été intéressés de travailler sur ce thème de la fissure. Et je les remercie vraiment tous, puisqu'il a été décidé, nos murs n'étant pas aussi grands qu'on le souhaiterait, de faire 2 expositions qu'on a facilement, on va dire, nommées Fissure 1, Fissure 2. Et donc, le succès de Fissure 1 ne s'est pas démenti, puisque vous êtes aussi nombreux aujourd'hui pour ce vernissage et cette présentation publique. Et donc, je remercie vraiment très chaleureusement tous les artistes qui ont répondu pour ces deux expositions. 33 artistes, ce qui est quand même... voilà, je les remercie vraiment pour avoir, avec, je dirais, autant de justesse, su illustrer ce thème de la fissure. Alors aujourd'hui, ce que je souhaiterais faire, c'est peut-être m'expliquer devant vous, et devant aussi les artistes qui sont là, qui ont répondu à mon invitation, ce pourquoi j'ai souhaité les réunir autour du thème de la fissure. Pourquoi ai-je pensé et proposé ce thème de la fissure? Tout d'abord, pour moi, il s'agit de la fissure comme un manifeste. Et je vais vous l'expliquer. Pour moi, l'art a toujours été quelque chose qui donne à penser et qui donne un état de notre société, un état de notre époque, ce que dit notre époque. Et je souhaitais mettre en chantier une réflexion artistique sur la fissure pour interroger un concept qui est tellement prégnant dans notre culture qu'il me semblait, et il me semble toujours, que la fissure est un bon moyen de le déranger. Ce concept, c'est le concept de projet. Et oui, qu'est-ce que se projeter? Et on en parle tout le temps. En tout cas, dans notre pratique, on ne cesse de se projeter. Et se projeter, à savoir porter une modélisation abstraite à sa réalisation concrète, est-il encore un geste intellectuel ou artistique à promouvoir? Serait-il pas désuet aujourd'hui de penser le projet? Est-ce que finalement projeter dans une création artistique ne serait pas peut-être obsolète dans son application? En somme, peut-on encore projeter de grands plans, ou en tout cas de l'art, sur le futur et s'y fier? Alors prenons un peu peut-être de distance, et dans une première réflexion, on pourrait s'interroger sur ce qu'est projeté dans notre vie aujourd'hui, avant de revenir à se projeter dans l'art. Aujourd'hui, donc, se projeter me semble se heurter à plusieurs défis, en tout cas 2 que j'en vois, 2 défis majeurs. D'une part, celui du monde qu'on dit mondialisé, qui a atteint une complexité telle, avec les réseaux, avec toute sa multitude d'interdépendances, qu'une modélisation autre que technique semble difficile à assurer aujourd'hui. Et d'autre part, l'absence d'une vision constructive de l'avenir qui se fait sentir, puisque l'on perçoit plus,
en tout cas de moins en moins d'horizons porteurs d'espérance. En gros, l'idée des jours, dit les jours meilleurs, ne résonne plus aujourd'hui. Le thème ne prend plus. Même les meilleures causes, parfois, y échappent. Alors, dès lors que on ne peut plus dire non face à une situation engagée, à défaut de pouvoir se projeter dans l'au-delà, il faudrait donc intervenir en amont des choses. Il faudrait pouvoir se défaire des représentations installées, dont on constate qu'elles bloquent l'action en général dans la société, et donc peut-être l'art, plutôt que d'annoncer et de faire appel sans cesse à des notions simples de rupture, d'innovation. Il me semble qu'il faudrait davantage fissurer ce qui, par opacité, nous empêche d'ouvrir des possibles. C'est pour ça que j'ai souhaité intituler cette intervention « Fissurer pour ouvrir des possibles ». À l'écart de ces pseudo-possibles que sont donc la rupture ou l'innovation, qui ne proposent finalement qu'une manière revisitée de projeter, un semblant de neuf. Ces mêmes idées, donc de rupture et d'innovation, s'endorment dans leur positivité, ne produisent plus, en tout cas restent dans un conformisme. Et dans ce conformisme, elles bloquent les possibles. Elles deviennent lentement idéologisées, idéologiques. Et devenues idéologiques, elles sécrètent la bonne conscience. C'est pourquoi il me semble que pour relancer l'essor de la pensée, la fissure reste à scruter. Elle reste à être dénichée, à être levée, comme dit le bon chasseur. Il faut faire jaillir une positivité réellement nouvelle et opérative pour continuer la pensée et aussi une démarche artistique pour les artistes. Et d'ailleurs, l'artiste n'existe-t-il pas que dans sa capacité à se démarquer de l'art déjà existant, unanimement reconnu comme tel ? De même, on pourrait dire l'écrivain, le philosophe, lui aussi n'accomplit sa mission que parce qu'il parvient à dégager des pensées déjà installées ou élaborées. Et au fond, finalement vivre, comme nous le faisons tous, ne serait-ce pas s'affranchir du déjà vécu ? L'effort, qu'il soit artistique ou intellectuel, ou dans nos vies, est de nous défaire des coïncidences idéologiques installées, des routines, ou en tout cas de tout ce que nous n'interrogeons pas, ou pour le dire en termes nietzschéens, tout ce que nous ne soupçonnons pas. Alors depuis les Grecs, la tradition politique ou artistique, elle se pense en termes d'idéal et de réalisation, de la modélisation à son application, de la théorie à la pratique. On trace le plan, puis on engage. On engage une praxis, une pratique. Or, je crois que la fissure permet de ne plus avoir à penser en termes de théorie et de pratique, ou de modèle et de réalisation de ce modèle. Par conséquent, ne plus avoir à penser l'art en termes de rupture proclamée ou d'action spectaculaire, voire d'événements. Alors la fissure, elle est locale, elle est minimale. Elle promeut à la fois le changement dans son action et aussi l'inouï dans son effet, ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été entendu. Donc. Elle est capable de fêler ce qui est uni, l'unicité, pour en faire apparaître un nouveau possible. La fissure, pour moi, travaille l'immanence. La fissure travaille l'immanence, et c'est pour ça qu'elle est fertile. La fissure ravive des dynamiques latentes, afin d'y déployer des potentialités insoupçonnées.
toujours le caractère d'inouï. La fissure nous incite à questionner, à nouveau frais, ce qui nous semble aller de soi, ce qui ne se réinterroge plus ou pas. Elles sont les structures et les normes établies, comme nos impensés. Elle sert à ouvrir finalement de nouveaux chemins, des chemins inexplorés. Elle perturbe le statu quo, l'immobilisme. La filure libère des énergies créatives promptes à déceler des horizons nouveaux. D'abord indicielle, discrète. La fissure progressivement se développe en une force transformative, défiant l'ordre établi pour faire émerger de nouvelles perspectives de possibilités. Elle nous rappelle l'importance d'être attentif aux détails apparemment insignifiants, car ils sont autant de germes de transformation en cours, comme le dit le philosophe François Julien, des transformations silencieuses. Fissurer, comme geste de l'esprit, nous met directement à l'œuvre. Elle nous situe d'emblée dans de l'effectif. La fissure agit par initiative, sans commandement. Une fois de plus, comme je disais, local, pluriel souvent, en tout cas de terrain. D'abord secrète, discrète, mais chemin faisant, elle engage à ouvrir des possibles. Alors qu'est-ce qu'est ouvrir des possibles ? Alors il me semble qu'ouvrir des possibles, c'est s'affranchir du convenu, se détacher de l'adéquation préétablie avec les normes justement établies. C'est embrasser aussi la liberté de penser et d'action. C'est refuser de se conformer simplement aux attentes existantes et chercher de nouvelles voies inspiratrices, créatives. Ce mouvement de fissuration, une fois de plus, qui vise à l'inouï, à ce qui n'a pas été encore perçu, suggère une volonté pour l'artiste, si on revient au domaine artistique, de dépasser les cadres étroits de la conformité sociale, académique, de repousser les frontières du pensable et, on pourrait presque dire, de l'acceptable. C'est une invitation finalement à explorer l'originalité et aussi de s'aventurer. La fissure, si on la suit, il me semble qu'elle est aventureuse. En tout cas, elle ose. Ainsi, sortir du convenu devient un acte de courage intellectuel, un acte créatif aussi, évidemment, une décision de ne pas se contenter du prévisible, mais plutôt d'embrasser l'inconnu avec une curiosité audacieuse. C'est choisir la voie de l'authenticité et parfois même changer de convention pour découvrir une nouvelle dimension de soi-même comme du monde. Fissurer, c'est également adopter une approche proactive. Plutôt que de subir passivement les événements ou de les anticiper, comme on pourrait projeter, fissurer invite à comprendre les dynamiques en jeu, à réagir de manière éclairée et à influencer activement le cours des choses. En somme, échapper au conformisme pour faire état du réel et faire avec ce même réel quelque chose qui ne serait pas déterminé, qui serait de l'ordre justement immanent. Et donc c'est choisir, c'est faire le choix en fait de l'authenticité et de la création continue. Fissurer, c'est aussi réinitier donc du nouveau. C'est ce qu'exprime l'idée de rompre avec toute routine établie, de perturber les schémas conventionnels qui peuvent être finalement confortables à suivre, mais qui nous n'apprend rien du tout. Pour moi, fissurer, c'est aussi un appel à l'innovation dans le sens, non pas d'innover, mais de s'aventurer vers des voies nouvelles. C'est aussi, quelque part, ça peut aller jusqu'à un acte libérateur, une ouverture.
qui permet aux idées de respirer à nouveau, de se régénérer, de se réinventer. En résumé, fissurer, pour réinitier du nouveau, suggère un processus dynamique de remise en question des normes implicites, un appel à briser finalement les schémas qui nous sont proposés, les schémas qui sont cristallisés peut-être par une pratique, pour accéder à de l'inédit. À cet égard, il me semble que suivre la voie de la fissure, c'est un acte courageux de déconstruction suivi de reconstruction créative propice à l'émergence d'idées fraîches et de perspectives novatrices. Aussi, toute fissure est à l'écart de la répétition, car chaque brèche, chaque rupture représente une opportunité de se détourner de la monotonie de la répétition. Lorsqu'une fissure se forme, elle introduit un élément de dissemblance, un moment où finalement les schémas qui pourraient nous sembler familiers sont interrompus. Et c'est là, justement, que de nouvelles possibilités peuvent émerger. Car la répétition peut parfois conduire à une sorte de stagnation, où les idées, les actions, les pensées suivent les voies préétablies, sans changement venant significatif. Les fissures, elles, en revanche, elles ont des points d'inflexion qui offrent une alternative justement à cette répétition. Les fissures signalent une chance de rompre avec la routine et donc de sortir des sentiers battus. Et la fissure représente souvent des moments de transition, de bascule, des instants où finalement, qui ne sont pas choisis. Peut-être c'est là qu'on pourrait différencier l'acte de fissurer de l'acte de bifurquer. L'acte de fissurer, même s'il est étroitement lié à l'acte de bifurquer, bifurquer pour moi c'est déjà choisir. On prend une voie ou l'autre. La fissure, elle ne choisit pas, elle s'impose, elle est là. C'est d'autant plus qu'elle est réelle qu'elle est là. Et c'est peut-être d'autant qu'elle est réelle qu'on a besoin aujourd'hui de la fissure pour ouvrir, dans ce qui nous paraît d'opaque et d'évident, de nouveaux possibles, alors que bifurquer, c'est finalement innover, c'est reprendre un chemin qu'on dit nouveau, mais qui, d'avance, a un but. Et c'est vrai que la fissure n'a pas de but, elle ne s'interroge pas. La fissure est aussi souvent associée à une brèche, une ouverture. Mais contrairement à la rupture qui implique une cassure nette avec une discontinuité, la fissure suggère une modification subtile dans la structure existante, une modification dans ce qui existe. Ça, c'est important pour moi parce qu'il me semble que la fissure procède du même. C'est du même en changement. Et ça, c'est, je pense, quelque chose à creuser dans la réflexion pour les artistes. Comment, à partir du même, on peut ouvrir un nouveau du même, un nouveau possible, sans aller chercher à projeter justement quelque chose d'autre. Alors, si on prend de façon plus sur l'art, je voudrais aussi amener la fissure à un concept. Je vous ai parlé tout à l'heure du philosophe François Julien. Alors, il se fait que je travaille à ses côtés parfois, et il vient aussi régulièrement ici au patronage laïque Jules Vallès, et on en est toujours très honoré. Et le concept de fissure, lui aussi, est, enfin, en tout cas très attaché. Et les derniers travaux de François Julien concernent un concept qu'il a forgé, un concept qu'il a nommé décoïncidence. Et je pense que, en tout cas, vraiment j'engage avec toute ma sympathie les artistes à s'intéresser à ce concept.
Donc ce concept qui a été promu dans divers ouvrages, puisqu'il a été retravaillé, travaillé, et j'ai moi-même à plusieurs reprises participé à 2 ouvrages collectifs sur ce thème de la décoïncidence, qu'on pourrait traduire par fissure finalement dans ce que je viens de vous dire. J'ai participé à un qui s'appelle Art et Concept, qui a été édité aux éditions des presses universitaires de France, où plusieurs artistes, moi-même en tant que qualité de musicien, j'ai pu donc intervenir. Et puis tout récemment, donc là c'est l'actualité, puisque c'est un ouvrage aussi collectif qui est paru le fin novembre, donc c'est vraiment dans l'actualité, qui s'appelle Pratique de la décoïncidence. Donc c'est ce pas petit livre, quand même, voilà, assez conséquent, mais ce qui est paru aux éditions de l'Observatoire, et qui donne la parole à diverses personnes, notamment des artistes. Donc j'y ai contribué en tant qu'interprète musicien. J'ai fait donc un petit voilà, quelque chose autour de la musique et de l'interprétation de la musique comme une pratique de la décoïncidence. Et puis d'autres amis comme gens comme Aurélien Dumont qui est compositeur, ou d'autres, des comédiens, des artistes aussi comme des plasticiens, ont pu écrire sur ce thème de la décoïncidence et finalement de la fissure. Alors, c'est vrai que là, je me suis plus particulièrement intéressé au niveau musical, mais ce processus qui finalement vise à engager une fissuration, à oser fissurer, je pense que le mot « oser » est important parce que je me suis toujours aperçu que dans cette histoire de décoïncidence ou de fissuration, c'était toujours malaisé, parce qu'on est obligé d'être en dehors de ce que le public attend. Et donc, fatalement, il faut oser. Il faut toujours oser pour un artiste de se dire ben non, vous n'allez pas, pour son public, me voir là où vous attendez. Justement, le but de la décoïncidence, c'est de ne pas être dans ce que le public attend. Mais en même temps, c'est que comme ça que l'art peut survivre, à mon sens. L'art ne peut pas vivre de quelque chose qui est déjà coïncident, qui serait déjà rebattu. Il doit s'extraire, en effet, de ce qu'il a déjà promu. Et donc, pour moi, donc, oser fissurer constitue pour l'artiste une action promotrice et qui lui permet surtout de s'affranchir de toute obédience stylistique. Parce que, quoi qu'on fasse, on est souvent pétri par des choses qu'on connaît, qu'on sait faire, afin d'exploiter au maximum les ressources de son art. Finalement, une fois de plus, on ne peut qu'engager les artistes à suivre cette voie, parce que c'est une voie qui permet toujours de se réinterroger par la fissure et non pas par le projet. Toujours en partant du même. Le projet vise, met en avant, et donc je trouve que finalement la fissure, elle a quelque chose de l'immanence. Elle procède du même, elle procède de l'instant, du réel. Le projet, il est plus transcendant, on va dire. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on s'interroge aujourd'hui davantage. Comment faire à partir du même, sans toujours chercher à faire quelque chose qu'on dit différent. Comment finalement le même peut se retrouver différent à notre regard. Alors si on prend les termes qui sont forgés par François Julien, voici ce qu'il dit dans l'inouï, ou l'autre nom de ce chilasson réel. L'inouï surgit quand ce recouvrement se craquelle. Vous voyez, craquelle, fissure. Et que de cette fissuration, il peut enfin apparaître. Donc l'inouï surgit de la fissuration. Ce qui nous paraît inouï, c'est une fissuration. Une fissuration, tout mouvement artistique finalement procède d'une fissuration. À un moment donné, ça a été fissuré pour créer et engager du nouveau. Et l'artiste aurait ainsi pour vocation de fissurer ce qu'il a déjà fait apparaître, créer, pour y lever ce qui n'a pas encore vu ou ouï. Sans cesse donc à renouveler cette disposition de l'esprit. C'est je pense, une vraie disposition de l'esprit, cet esprit de la décoïncidence ou de la fissure. Évidemment, il prend à la création en tant qu'acte et permet de maintenir en essor
donc cet acte de la création. L'artiste décoïncide de l'art de son temps, dit François Julien encore dans son essai « Politique de la décoïncidence ». Alors peut-être que sur cet infime, ce terme de fissure, on pourrait en tout cas élaborer une éthique artistique basée sur une pratique de la décoïncidence, en tout cas telle que moi je m'y aussi attelle. Et cette pratique de la décoïncidence consisterait justement à ne plus projeter sur l'avenir, donc ni fin ni modèle, sans pour autant se contenter de s'adapter, puisque c'est une autre forme finalement de projection, s'adapter, et sans non plus en subissant donc au jour le jour les conditions qui nous seraient imposées. Décoïncider ne prétend pas rompre avec le cours de l'histoire, marquer un temps nouveau, mais justement tend à entrouvrir par un écart subtil dans son déroulement des ressources qui ne s'y étaient pas disselées. Finalement, on retrouve des choses qu'on ne pensait pas trouver. Et il me semble là aussi, en tant qu'artiste, que c'est une stratégie discrète, minimaliste, qui consiste finalement à repérer les fécondités d'une situation pour faire mûrir cette situation, quelque part d'exploiter au mieux le potentiel de situation. Alors au début, je parlais de la création artistique chez les Grecs, mais je voudrais aussi vous parler de trois rapports plus peut-être parlants, plus concrets sur ce que peut être la fissure dans les arts, dans les civilisations. Il me semble que dès l'origine de l'art, finalement, on peut trouver la présence de la fissure. En effet, pour moi, l'art pariétal, tel que ce qu'on peut voir dans la grotte Cosquer près de Marseille, ou encore dans la grotte de Rouffignac en Dordogne, j'y étais il y a quelques mois, fait apparaître la volonté de ces premiers artistes de l'ère préhistorique de fissurer la matière pour en révéler finalement des possibles artistiques. Et ici, j'aimerais aussi m'interroger sur la notion de trace et de fissure, puisque trace et fissure peuvent se mêler dans cet art pariétal. Ainsi sont figurés, par exemple, vous voyez très bien, les animaux, les mammouths, les poutins, les bisons. Et finalement, l'avènement de l'art ne proviendrait-il peut-être pas d'une volonté humaine de fissurer ce qui apparaît comme opaque, cette paroi rêche, dure de la grotte, la matière, donc pour les arts plastiques aujourd'hui serait la matière, et finalement le silence pour la musique. Fissurer le silence, ce n'est pas peut-être faire aussi de la musique. En tout cas, une approche de la musique pourrait se penser comme la fissure du silence. Un autre exemple, plus, en tout cas en dehors de notre plus exotique, si j'ose dire, j'aime pas ce mot, mais c'est la naissance, l'apparition de l'écriture chinoise. Alors c'est une écriture qui est millénaire, vous le savez, mais on le sait peu, c'est comment elle est apparue aux Chinois. Alors, à l'époque de l'Antiquité chinoise, il était courant, pour répondre à des oracles, que des préposés, des devins utilisent des carapaces de tortues qu'ils soumettaient au fer rougi par la chaleur, et il en sortait des fissurations. Et à partir de ces fissurations, ils interprétaient les oracles. Et donc ces craquelures, ces fissures, c'était ces réponses divinatoires. Les inscriptions sur les carapaces, alors on en a retrouvé, mais par centaines de milliers. On peut imaginer, ça a été les pauvres tortues, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, les Chinois, qui ont toujours un esprit pragmatique, se sont dit, bon, là, les milliers de tortues qu'on tue pour
savoir nos réponses à nos oracles, on va peut-être regrouper tout ça. Et donc, ils ont souhaité faire une sorte de synthèse en reprenant les questions et ces réponses soumises à ces craquelures. Et ils ont fondé un livre qui est quasiment, on pourrait dire, le livre premier de la pensée chinoise, qui est le livre du I Ching, qui consiste avec des hexagrammes, peut-être vous voyez ce que c'est, avec des traits pleins et des traits qui sont fissurés, justement, des traits brisés. Les traits pleins sont ce que les Chinois appellent yang, et les traits fissurés, c'est ce que les Chinois appellent les yin. Et donc, il y a une alternance, en tout cas empilée, des traits qui sont pleins, des traits qui sont fissurés. Et tout ça, au départ, à partir des carapaces de tortue. Et vous savez que plus tard, l'écriture elle-même chinoise vient aussi de ces mêmes carapaces de tortue. Et si vous avez l'occasion d'aller dans certains musées où on voit ces carapaces de tortue, évidemment, je ne sais pas s'il y en a à Paris, mais évidemment en Chine, il y en a, et on voit exactement la carapace, et on voit comment, après, ils ont été traduits dans des signes. C'est vraiment l'origine de l'écriture chinoise qui est aujourd'hui la plus vieille écriture opérationnelle, si j'ose dire, celle qui existe. Voilà. Donc encore un acte intéressant de la fissure. Alors un acte aussi très connu qui provient aussi d'Extrême-Orient. C'est un art traditionnel japonais de la fissure que vous avez certainement en tête, là, un art qu'on appelle du kintsugi, qui est un art pour cacher les fissures. On les magnifie finalement, on magnifie la fissure, on lui enlève quelque part ce caractère accidentel qui lui donnerait du moins bien. Voilà. Et enfin, j'aimerais juste, pour revenir à l'art pictural, m'intéresser à un peintre français récemment disparu, que j'avoue avoir aussi être très intéressé par son œuvre, parce qu'il me semble que c'est aussi un peintre qui a beaucoup travaillé sur cet aspect de fissurer le contenu. Ce peintre, peut-être vous l'aurez compris, c'est Pierre Soulages. Puisque déjà, il fait apparaître la lumière dans du noir profond, donc des choses qu'on n'imaginait pas. Donc il fissure le noir pour en faire venir de la lumière. Et je voudrais donc aussi lire 2 courts extraits de Pierre Soulages, parce que je pense que ça mérite une petite réflexion. Donc, comme vous savez, Pierre Soulages est né à Rodez, dans une rue d'artisans. Et donc, il était toujours tout petit passionné par les menuisiers, les charpentiers, les tonneliers, les ébénistes. Il les voyait à l'œuvre. Et voici ce qu'il disait de ses souvenirs d'enfance. Jeune, j'observais les gestes des artisans. Je regardais la manière dont ils utilisaient leurs outils. Cet univers des petits métiers me procurait un véritable sentiment d'évasion et me faisait oublier ce climat d'enfermement qui régnait sur l'autre partie de la rue. Oui, en effet, l'autre partie, c'était une rue où il n'y avait que des bâtiments administratifs. Avec eux, avec ces artisans, j'ai appris que l'artisan sait toujours où il va. Il sait comment il va produire son objet avec ses outils. Donc, il sait se projeter, l'artisan. À l'inverse, l'artiste, lui, ne sait pas forcément ce qui va se passer lors de son travail. Il peut changer, chemin faisant, et inventer de nouveaux outils si besoin. Donc là, on voit bien pour Pierre Soulages, l'artiste ne projette rien. Il se laisse finalement guider par la fissure, par l'immanence. Qu'est-ce qui va se produire? Et c'est bien là déjà qui le distingue entre l'artisan. Donc, ne pas projeter, c'est se laisser, chemin faisant, guider par l'immanence, en résonance avec le tout. En ce sens, ce qui nous interpelle émotionnellement dans l'œuvre, ce que l'on pourrait nommer comme l'inouï de l'œuvre, ne provient pas d'un projet déterminé, maquetté, façonné, élaboré à l'avance,
mais serait le résultat visible de la disponibilité de l'artiste à l'écoute et attentif au monde qui l'entoure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que, à moins que vous vouliez poser des questions, mais je pense qu'on peut continuer cette soirée autour d'un verre de l'amitié devant les œuvres des artistes et devant les artistes qui sont aussi présents, si vous voulez évidemment discuter. Voilà, puis je serai là aussi de toute façon. Merci encore.